maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir la première équipe, c'est l'archipel artificiel et Fayrouz Msilti, s'il vous plaît. Voilà. Gauche-droite. Donc bonjour. Est-ce que tu me dis quand tu commences à... Okay. Donc bonjour, moi je m'appelle Fayrouz Msilti, je suis scénariste et réalisatrice. Je suis donc auteure sur le projet L'Archipel Artificiel, dont je vais vous présenter les grandes lignes aujourd'hui. Donc l'Archipel Artificiel, c'est une fiction animée et interactive qui durera environ 1h30, qui propose un voyage un peu aux frontières entre le réel et la dystopie. Alors le réel, c'est quoi? C'est la situation actuelle, c'est-à-dire, notamment, on est parti d'un phénomène qui s'appelle le 7e continent, qui est une sorte de grande plaque de plastique qui tourbillonne comme ça au cœur de l'océan Pacifique. On en a peut-être plus ou moins entendu parler. En vérité, en fait, ce sont des microparticules, donc c'est pas visible à l'œil nu. Par contre, c'est une surface qui fait 6 fois la France environ, donc c'est un problème grave. Et on ne sait pas quelles vont être les conséquences sur l'environnement. Et malgré qu'il y ait des projets en cours pour nettoyer cette plaque-là, c'est encore des prototypes. Donc pour le moment, voilà, on ne sait pas exactement quoi faire avec ce problème. Et la dystopie, c'est quoi? Donc tout simplement, on empire la situation. On imagine qu'on est en 2026, que la plaque a grossi démesurément et que le plastique s'est densifié. Donc maintenant, c'est des grosses... toutes les particules, c'est des objets de plastique comme ça qui sont amassés sur cette plaque. Et d'ailleurs, en fait, toute la situation globale dans le monde et en France en particulier, c'est des restrictions sanitaires lourdes suite à des catastrophes écologiques plutôt sévères. Et globalement, étant donné que les politiques ne se sont pas désaffranchies des industriels, en gros, la base, c'est que la population est complètement épuisée, complètement désabusée. Ce qui m'amène donc à mon personnage principal, qui s'appelle Violette Evin, et qui donc fait partie de la population, et qui est quand même plutôt dans cette optique-là, c'est-à-dire un peu épuisée d'avance, malgré qu'elle se soucie complètement du problème, puisqu'elle est documentariste. Notamment, le dernier film qu'elle a fait, c'est un film sur le dernier apiculteur de France survivant, mais sauf que personne ne veut l'acheter. Donc elle est dans une situation financière très précaire et elle est même menacée d'expulsion au moment où l'histoire démarre. Ce qui va se passer, c'est qu'elle entend parler d'une explosion mortelle dans une usine Plasturnax, donc au bout du monde. Et il se trouve que son demi-frère travaille dans l'usine Plasturnax. L'usine ne communique pas du tout sur l'incident. Il y a pas mal de protestations, pas mal de polémiques. Du coup, Violette, comme elle a des problèmes d'argent, elle pense à aller voir son demi-frère et à lui demander si elle peut pas faire un sujet sur l'usine. Lui, ça l'intéresse pas du tout. L'usine n'avait vraiment aucune envie de communiquer là-dessus. Par contre, ce qu'il lui propose, c'est donc un projet que l'usine avait pour le moment gardé secret, qui s'appelle l'Archipel Artificiel. Et en fait, l'usine, via une fondation de bienfaisance, a commencé à financer le nettoyage du plastique dans l'océan de notre fameuse plaque, qui a donc grossi, dont on parlait au début. Et alors, Violette comprend que l'idée, c'est un petit peu de l'utiliser pour redorer l'image de Plasturnax. Mais enfin, elle n'a pas vraiment bien le choix. Du coup, elle accepte et elle va se retrouver donc, dans une expédition en plein milieu du Pacifique à devoir faire un film sur l'expédition de nettoyage de plastique. Alors, sur place, elle va rencontrer plusieurs personnages, mais on va se concentrer sur 3 personnages en particulier. D'abord, le personnage de Mona, donc, qui est une scientifique activiste, qui est la tête pensante de l'organisation, enfin, en fait, qui est la tête pensante du dispositif de nettoyage et qui a dû s'allier avec Plasturnax à contre-cœur pour le financement, parce que c'est une entreprise démesurée, comme on l'imagine. Du coup, elle voit pas bien d'un très bon œil l'arrivée de Violette, et elle garde ses distances quand Violette arrive. Donc ça, c'est Mona. Ensuite, on a Henri. Lui, c'est le détaché de Plasturnax sur place. Donc, il est c'est quelqu'un qui a beaucoup de conscience professionnelle. Donc, il est très dur à la tâche et il est chargé de guider Violette
sur le chemin un peu balisé que Place Tournax a fait pour elle, parce qu'il n'est pas question qu'elle aille se promener partout non plus. Et la problématique d'Henri, c'est que il se donne beaucoup pour son travail, il souffre de l'isolement et il souffre d'être considéré comme le vendu capitaliste par le reste de l'équipage qui est plutôt favorable à Mona. Voilà. Et ensuite, on a Sophie, qui elle est une scientifique passionnée par l'océan. Et alors, elle fait des recherches sur l'expédition. Violette n'arrive pas du tout à comprendre quel type de recherche. Donc, on va voir si elle va réussir à le savoir. Mais et Place Tournax finance ces recherches-là, mais ne tient pas du tout à qu'on sache de quoi il est question. La problématique de Sophie, en fait, c'est que elle était en train de faire des recherches, des travaux sur les conséquences écologiques de la pollution sur l'écosystème marin. Elle avait plus de fonds, donc elle était obligée de travailler pour Place Tournax aussi. Voilà. Après, on a d'autres personnages, mais ces 3 personnages-là, en fait, leur clé, c'est qu'ils vont être le pivot de l'interactivité. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Violette arrive sur l'archipel. Donc, dans un premier temps, on a dit que c'était une fiction animée, donc c'est bien ça qu'on verra à l'image. Et Violette va être captivée par, en fait, l'espèce de dichotomie entre la beauté et les couleurs qui peuvent se détacher d'un endroit comme ça complètement surréaliste et la gravité et la démesure de la catastrophe en elle-même. Donc elle est un peu paralysée. Et en fait, dans un premier temps, elle va oublier de filmer ce qu'elle est censée faire en fait à la base. Et l'interactivité va être que le spectateur va choisir quand Violette va filmer, ce qu'elle va filmer et comment elle va réagir, parce que les personnages vont avoir des réactions quand parce qu'elle va pas forcément filmer ce qu'elle est censée filmer. Du coup, le spectateur va aussi réagir par rapport à ça. En gros, très concrètement, le principe interactif, c'est par les choix du spectateur, d'orienter les décisions de réalisatrice, mais aussi, les états d'âme humains en fait de Violette qui va réagir face à la situation. Donc ça va les définir et ça va définir un film, ce qui fait que chaque spectateur va voir son propre film. En fait, c'est une fiction qui sera diffusée donc sur 6 minutes 30. Ok, d'accord. Donc, ce sera diffusé sur le net et sur les téléconnectés. Juste un mot rapide sur le choix de l'animation auquel je tiens beaucoup. C'est vraiment la soupape de l'imaginaire face à un sujet qui est plutôt qu'on pourrait ancrer dans la réalité de manière plutôt réaliste. Donc, brièvement, le projet est produit par Flash Film Productions. On a déjà eu plusieurs aides. On a pitché il y a 1 an à la Fabrique en Transmédia par Cours de Vent. On a eu des aides à l'écriture Beaumarchais Orange, Format Innovant. Oui, okay. Ça c'est fini. Donc, merci beaucoup. Par contre, Fayros, je t'invite à hors milieu. Et maintenant, on donne les paroles 7 minutes en jury. Voilà. Bonjour et bravo. Moi, j'avais 2 petites questions. La première, vous dites que l'histoire se situe en 2026 et du coup, je voulais savoir quelles données ou quelles informations réalistes de projection éventuelle de scientifiques vous aviez utilisées pour créer ce futur. Et la deuxième question que j'avais, c'était quelle interaction, quelle relation il y a entre l'utilisateur et Violette. D'accord. Alors la première, pour vous répondre, en fait, aucune. On a décidé d'imaginer totalement et de partir dans un truc qui est de la fiction pure. Donc on a imaginé une catastrophe nucléaire en France, par exemple, avec l'air est toxique et aussi il y a une rationalisation de l'électricité. Voilà, c'est totalement de la fiction. Et pour la deuxième question, donc l'interaction entre le spectateur. Alors en fait, l'idée c'est que le spectateur se met à la place de Violette. Du coup, c'est lui qui décide quand elle filme, mais quand il va arriver des choses à Violette, c'est lui qui va prendre les décisions à sa place. En fait, d'une certaine manière, même si là, tous les spectateurs vont avoir la même base pour le caractère de Violette, qui elle est, qui est son histoire, ils vont définir sa personnalité, en fait, d'une certaine manière, un peu à leur image. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à quel est l'intérêt pour le spectateur de faire l'expérience, donc de participer à l'interactivité. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va pouvoir montrer à d'autres après, le résultat de ce qu'il aura filmé? Voilà, comme toutes les expériences sont différentes, finalement, pourquoi est-ce qu'il ferait l'expérience?
fait, c'est une fiction, c'est comme un film. C'est ça l'idée. Donc déjà, l'idée, c'est de voir un film. L'interactivité dans ce sujet, ce que on trouve intéressant, c'est que c'est un sujet écologique où on se dit qu'on ne peut rien faire et que a priori, on n'a absolument pas les moyens là comme ça de prendre une petite cuillère et de faire. Du coup, l'idée, c'était d'interroger par rapport à ça en fait, à qu'est-ce qu'il est possible de faire, quelles sont les conséquences des actions. Donc quelque part, l'idée en fait, c'est le plus possible d'immerger. Oui, je crois. Le spectateur dans une histoire, donc dans la fiction, et à la fin, qu'il puisse réfléchir à ces problématiques-là d'activisme. Quant au fait qu'il puisse le montrer à quelqu'un d'autre, c'est intéressant. À vrai dire, je pense, l'idée, c'est qu'on peut le faire à plusieurs, mais c'est de voir un film. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer, de discuter avec les autres. Ah, t'as vu quel film? Ouais. J'ai deux questions aussi. La première, c'est sur l'audience. Pour qui est-ce que vous avez imaginé ce projet? Parce que c'est à la fois de l'animation interactive, c'est de la fiction avec de la dystopie. Le sujet, c'est l'écologie. Donc, le barycentre de tout ça, c'est quelle audience? Nous, on s'est imaginé que c'était toutes les personnes. Justement, en fait, c'est un carrefour. Donc, du coup, notre cible, c'est plutôt, disons, entre 15 et 35-40 ans. Ça peut être à la fois des gens qui aiment l'animation pour adultes, parce que, je veux dire, par opposition au dessin animé pour enfants. Ça peut être aussi des gens qui aiment le jeu, c'est-à-dire le transmédia et le fait de jouer. Donc il peut y avoir cette cible-là. Mais en fait, si on réussit notre coup, ça peut être à peu près n'importe qui. C'est ça l'idée en fait. C'est que à partir du moment où on a un sujet suffisamment fort comme ça qui concerne tout le monde, et que là, le principe d'interactivité est super simple. Donc l'idée, c'est que la porte est ouverte en fait. Mais on a ciblé 15, 35, 40 en se disant que voilà, c'était pas quelque chose que ma mère ne peut pas comprendre. Enfin, voilà. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites parce que ça rejoint ma deuxième question. Est-ce que la forme, ce serait pas plutôt un jeu dans le style de Firewatch, un jeu indé qui vient de sortir? On joue un personnage qui rejoint une tour d'alerte dans une forêt aux États-Unis pour prévenir les incendies, en gros. Et il me semble, surtout pour des 15-35 ans, une forme plus engageante qu'une fiction interactive. Alors, en fait, moi, je pense que quand on laisse la porte ouverte, le fait de démarrer la fiction, l'idée, c'est pas forcément d'avoir des interactions toutes les minutes ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, il y aurait une introduction d'un quart d'heure où ça serait que du film. Moi, ça m'intéresse d'explorer l'idée d'être immergé dans l'histoire d'abord en fait et de réfléchir à l'histoire qu'on crée. Firewatch, je crois que je vois ce que c'est, mais c'est vrai qu'il y a un peu l'idée jeu vidéo. Et moi qui ai découvert le transmédia il y a quelques années, mais qui à la base vient plutôt de la fiction, c'est vrai que j'aime bien l'idée d'effacer un peu les frontières et du coup de faire venir des gens qui s'intéressent d'abord à la fiction et de les faire participer à leur fiction en fait. L'idée c'est ça. C'est un peu le principe du jeu vidéo. Oui, mais le truc, c'est que ça reste quand même quelque chose qui n'attire pas tout le monde. A priori. Je dis bien que c'est un a priori. Mais oui, il y a encore Jamil. Bonjour. Sur votre choix de plateforme, donc vous parlez de Internet et TV connectée. Pourquoi? Et deux, quelle idée vous avez de plateforme de type mobile, iPad, etc. Alors pourquoi Internet et la télé connectée? C'est tout simplement parce que ça paraît difficile d'avoir une interactivité, par exemple au cinéma, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc il y a quelque chose d'un petit peu individuel entre... En fait, pardon, je reformule, excusez-moi, je vous interromps. En fait, TV connectée, il y en a combien en France aujourd'hui? Quand est-ce que ça sort? Voilà. Ah, quand est-ce que ça sort? Ça, je sais pas. J'ai pas eu le temps de finir. Donc on parle en ce moment avec les diffuseurs et avec d'ailleurs d'autres partenaires privés pour le financement du développement. Ce qui veut dire qu'on a les arches narratives qui sont écrites, mais on n'a pas encore le scénario. Donc pas tout de suite. Ça sort pas tout de suite. Et donc les téléconnectés, je sais pas combien il y en aura dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. Après, j'essaie de me rappeler ce que vous m'avez demandé après. Mobile et iPad.
Mobile et iPad, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'à la base, on avait plutôt imaginé l'ordinateur, en fait. Tout simplement parce que c'est comme il y a beaucoup de gens qui comptent par Netflix et ce genre de choses qui consomment de la fiction, enfin, qui sur ordinateur, c'est vrai que c'était notre première idée. Okay, merci. Ouais. Juste pour info, aujourd'hui, l'utilisation d'Internet est 50% sur mobile. Mais Oui, d'accord, mais pour, genre, par rapport à Netflix, je sais pas, faudra avoir leurs chiffres. Bon, comme ça, je vous encourage à discuter ensuite. Merci beaucoup, Faros. Merci. Merci. Très bel projet. Je veux aussi reprendre.